Bien, bonjour à tous. Donc un petit cours sur la conscience. Désolée, je ne suis pas très forte en technique, je vais faire de mon mieux. Donc voilà déjà la carte d'ensemble que je vais commenter et que je vous remontrerai au fur et à mesure. Voilà, je vais essayer de faire tout le cours comme ça. Bien, donc d'abord, la conscience, quand vous avez un sujet avec le mot conscience ou le mot conscient, peut avoir deux grands sens. La conscience dite psychologique, c'est-à-dire le fait d'être conscient de ceci ou de cela, c'est une présence au monde ou et à soi-même. Et le terme peut aussi renvoyer à la conscience morale, hein, c'est-à-dire ce qui en nous amène à porter des jugements quant au bien et au mal. Bien, commençons par la conscience psychologique. On peut d'abord distinguer deux types de conscience, la conscience immédiate et la conscience réfléchie. La conscience immédiate, ça consiste à avoir des sensations, des représentations. Voilà. Dans la conscience immédiate, par exemple, je vois, enfin, il y a une vision, plus précisément, puisqu'il n'y a pas encore de jeu, il y a une vision, par exemple, d'un oiseau, et cette vision d'un oiseau va, par exemple, m'inciter à courir derrière l'oiseau pour le manger. C'est le simple fait d'avoir des sensations, des représentations. Dans ce sens-là, on peut dire que le chien, l'animal, a une conscience immédiate. Le chien voit bien l'oiseau. La preuve qu'il le voit, c'est qu'il va courir après pour l'attraper. Hein, il y a bien une sensation, une représentation que le chien a de l'oiseau. C'est la conscience immédiate qui consiste simplement à avoir des sensations, des représentations. Maintenant, quand en philosophie on parle de conscience, on parle plus précisément de conscience réfléchie. Et c'est quoi la conscience réfléchie ? La conscience réfléchie, eh bien, c'est pas simplement le fait d'avoir des sensations, des représentations, c'est le fait de pouvoir dire « je vois, j'ai cette représentation, moi j'ai cette représentation ». Vous voyez que alors que la présence, la conscience immédiate est une présence à son milieu, une présence au monde, même si voilà. La conscience réfléchie, c'est en même temps que ma présence au monde, une présence à moi-même. Est-ce que le chien, quand il voit l'oiseau et qu'il court après, est-ce que le chien peut penser en lui-même, c'est moi, petit chien Médor, qui voit l'oiseau? Rien n'est moins sûr. Tandis que nous, quand nous voyons quelque chose, quand nous sentons quelque chose, nous ne nous contentons pas de voir, de sentir, de nous représenter. Nous sommes capables en nous-mêmes de dire « c'est moi, je » qui vois, qui sent, qui est cette représentation. Et donc, la conscience réfléchie, c'est une présence au monde, donc, et aussi à soi-même, se saisir soi-même comme un moi-je qui voit, qui pense, qui agit, qui a des représentations. Et cette conscience réfléchie, comme le montre la carte, consiste à ramener la diversité de nos représentations à l'unité d'un moi-je. Par exemple, j'ai une sensation, hop, là, je vois un chien. Il n'y a pas encore de jeu. Une représentation, vision d'un élève, vision d'une poubelle, vision d'un cendrier, vision, etc. Et dans la conscience réfléchie, il n'y a pas simplement des sensations. Toutes ces représentations diverses qui se succèdent dans le temps, toutes ces représentations qui sont situées dans l'espace et qui se succèdent dans le temps,
toutes ces sensations, ces représentations, je les saisis et je les ramène à l'unité d'un moi-je. C'est moi-je, le même moi que je saisis comme séparé de ce que je vois, de ce que je sens, et que je saisis comme permanent. C'est un même moi-je qui voit ceci, cela, qui est telle représentation, puis telle autre, puis telle autre. Donc, dans la conscience réfléchie, je ne me contente pas d'avoir des sensations, des représentations, mais je ramène la diversité de toutes mes représentations, de toutes mes sensations à cette unité qui est moi, je, qui est moi. C'est ce qui amène Kant à écrire que être conscient, c'est posséder le je dans sa représentation. C'est ce que je viens de dire. Pour être conscient, il ne faut pas seulement que j'ai des représentations, comme le chien a la représentation de l'oiseau, que j'ai des sensations, comme le chien sent l'oiseau. Il faut que je puisse, au moment où il y a cette sensation, dire c'est moi, je. Alors, cette conscience réfléchie, vous la avez vu avec Descartes, le fameux cogito ergo sum, je pense donc je suis. Eh bien, dans le cogito ergo sum, je m'éprouve comme existant, je m'éprouve comme un moi, je. Simplement, dans l'expérience du cogito ergo sum, je pense donc je suis, je me saisis comme un moi, je qui suis, eh bien, on a l'expérience que le cogito est instantané. Tout à coup, je pense donc je suis. Mais le cogito ne pourrait pas avoir lieu s'il n'y avait pas de mémoire. Pourquoi cela ? Imaginez qu'il n'y a pas de mémoire, je ne retiens rien. Alors qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je peux avoir une conscience réfléchie ? Est-ce qu'il peut y avoir un je s'il n'y a pas de mémoire ? Eh bien non, parce que s'il n'y a pas de mémoire, il y a, une sensation, puis une autre sensation, et une autre sensation. Mais entre chaque sensation, entre chaque représentation, il y a oubli. Et comme il y a oubli, les sensations se juxtaposent et elles ne peuvent pas être ramenées à un jeu qui lui serait toujours le même. Et donc ça amène Bergson à dire que la conscience est mémoire. Sans mémoire, il ne peut pas y avoir de conscience. Bon, la conscience est mémoire, nous dit Bergson, mais il nous dit aussi que la conscience est anticipation, projection. La conscience est tournée vers l'action à venir. Kant dira qu'elle est proclitique, elle est tournée vers le futur. La conscience réfléchie suppose la mémoire et c'est aussi une mémoire qui se projette vers l'avenir. Et Bergson nous dit qu'en fin de compte, nous sommes conscients des choses qui nous sont utiles au présent pour notre action qui bâtit notre avenir. Ce qui n'est pas utile dans mon action qui tend vers l'avenir n'entre pas dans mon champ de conscience. Voilà, bon, pour l'instant, on retient que sans mémoire, il n'y aurait pas de conscience, mais qu'aussi, la conscience est toujours tournée vers l'avenir. Petite parenthèse, donc, la conscience est tournée vers l'avenir, elle est proclitique, dira Bergson, dira Kant. Et Kant nous dit que c'est pour ça qu'on ne peut jamais être heureux. Pourquoi ? Parce que justement, comme la conscience est toujours tournée vers l'avenir, elle vit toujours le présent comme lacunaire par rapport au futur. Comme la conscience est tournée vers l'avenir, nous pensons nous-mêmes toujours comme en manque par rapport à un avenir qui devrait combler ce manque. Et ce qui fait qu'on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait parce que la conscience se vit toujours comme lacunaire, en manque, par rapport au futur,
parce que la conscience est tournée vers le futur, ce qui, d'après Kant, nous empêche d'être heureux, nous empêche d'être satisfait. On se vit toujours comme en manque, et c'est la raison d'ailleurs du désir. Le désir comme manque, mais pourquoi l'homme est un être de désir? Essentiellement, nous dit Kant, parce que la conscience est proclitique, nous vivons le présent comme étant lacunaire par rapport à l'avenir. Bien, petite parenthèse, donc toujours avec le cogito. Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Je pense dans le sens de je suis conscient, donc je m'éprouve comme existant. Ça a amené la pensée française à considérer la pensée et la conscience comme étant synonymes. Mais on verra qu'avec Freud, il y a cette idée qu'il y aurait en nous de la pensée qui n'est pas consciente, mais qui est quand même de la pensée. C'est la fameuse hypothèse de l'inconscient freudien qu'on étudiera par la suite. Voilà, donc on retient, excusez-moi, donc distinction, conscience immédiate qui consiste simplement à avoir des sensations, des représentations. Dans ce sens-là, l'animal, c'est sûr, a une conscience immédiate comme nous. Et la conscience réfléchie qui consiste à se saisir comme un moi-je et qui consiste non pas seulement à avoir des sensations, des représentations, mais à ramener la diversité de ces représentations dans l'unité d'un moi-je. Et la citation à retenir, être conscient, c'est posséder le je dans sa représentation. Mais du coup, posséder la conscience réfléchie, c'est se saisir soi-même comme une unité permanente dans le temps. C'est-à-dire que même si j'ai changé, pour pouvoir dire que c'est moi-je qui ai changé, il faut d'une certaine manière qu'il y ait quelque chose, le je, J-E, qui soit resté le même. Voyez bien cette expression, j'ai changé. Eh bien, s'il n'y avait pas en moi un je qui est resté le même, qui est resté permanent, eh bien, je ne pourrais pas dire que j'ai changé puisque je serais un autre. Donc, il n'y aurait pas de je pour dire j'ai changé. Retenez cet exemple pour les dissertations. Pour pouvoir dire j'ai changé, il faut qu'au bout du compte, je n'ai pas changé. Il y a des choses en moi qui ont changé, certes. Je ne suis pas la même que quand j'avais 2 ans, quand j'avais 3 ans, quand j'avais 10 ans, quand j'avais 20 ans, quand j'avais 30 ans. J'ai changé. Mais pour que je puisse le dire, il faut que je suppose qu'en moi, il y a une permanence qui justement peut constater le changement. S'il n'y avait pas de permanence, eh bien je ne pourrais pas dire que j'ai changé. Avoir une conscience réfléchie, se saisir comme conscient, posséder le je dans sa représentation, c'est se saisir comme une unité permanente. On dira en philosophie comme une substance. Une substance, c'est du latin, sub, dessous, stance, ce qui se tient. Se saisir comme une substance, c'est supposer qu'il y a quelque chose de permanent qui se tient sous les différents changements qui m'affectent. Donc, être conscient, c'est se saisir comme une certaine permanence, comme une substance. Mais le problème, c'est que c'est quoi ce quelque chose de permanent qui fait que je suis toujours le même malgré tous les changements qui m'affectent? C'est quoi cette permanence? C'est pas mon corps, il change sans arrêt, mon caractère, il peut changer, tout change sans arrêt en moi. Mes cellules se reproduisent d'une minute à l'autre sans arrêt. Qu'est-ce qui reste identique et qui crée ma permanence? Y a-t-il quelque chose vraiment de permanent? Alors certains philosophes comme Nietzsche et aussi toute la pensée orientale considèrent que cette sensation, cette certitude que nous portons en nous, qu'il y a quelque chose de permanent en nous qui fait notre identité, eh bien Nietzsche et la pensée orientale considèrent que cette idée d'une permanence du moi-je n'est qu'une illusion due à la conscience et au langage. Parce que je dis je considère qu'il y a une permanence. Parce que j'ai un nom qui est toujours le même, je considère qu'il y a une permanence. Parce que j'ai de la mémoire, je considère qu'il y a une permanence. Mais d'après Nietzsche, c'est une illusion. Il n'y a rien de permanent en moi.
Voilà, donc c'est un gros problème. Être conscient de soi, avoir la conscience réfléchie, c'est se saisir comme un moi permanent. Mais la question de cette permanence pose problème. Où réside la permanence de ce que je suis, alors que tout change sans arrêt en moi? Et est-ce que cette permanence est réelle ou est-ce qu'elle est illusoire? Je vous remontre cet endroit de la carte. Essayez de refaire le bilan. On retient donc conscience immédiate, avoir des sensations, réfléchir, ramener la diversité des représentations à l'unité d'un moi-je. La conscience suppose la mémoire. Elle est aussi proclitique, ce qui d'après Kant nous empêche d'être toujours heureux. Et ce qui n'est pas noté sur la carte, mais ce qui est supposé, c'est que être conscient de soi, c'est se supposer comme un je permanent. Et la question c'est, est-ce qu'il y a vraiment une permanence? Et dans ce cas-là, où est-ce qu'elle réside? Ou bien est-ce que cette permanence n'est qu'une illusion de la conscience? Allez, je continue un peu. Être un sujet, c'est être un être conscient dans le sens de la conscience réfléchie. Être conscient de soi. Se saisir donc comme une identité, comme un moi-je permanent. Et donc, ne pas se contenter d'avoir des sensations, des représentations, mais ramener toutes ces différentes sensations, représentations, dispersées dans l'espace et le temps à l'unité d'un moi-je. La chose, par exemple une chaise à côté de moi, et bien d'une certaine manière, la chose ne diffère pas de moi. Elle est là, au monde, elle se tient là, elle existe, dans le sens général du mot exister. Et moi aussi, je suis là, je suis posée à côté de cette chaise, j'existe. Mais la différence, c'est que cette chose, cette chaise qui est posée à côté de moi, elle existe, mais elle ne s'éprouve pas comme existence. Elle ne sait pas qu'elle est une chaise, elle ne sait pas qu'elle existe, elle n'éprouve rien du tout. C'est une chaise, mais elle ne le sait pas. Du coup, c'est complètement une chaise, mais elle ne sait pas qu'elle l'est. Ça lui pose aucun problème. Elle ne s'éprouve pas comme existante et elle n'éprouve rien. Tandis que moi, à côté de cette chaise, d'accord, je suis existante comme cette chaise, mais moi je m'éprouve comme existant. Moi je sais que j'existe. Et moi j'éprouve des tas de choses, parce que ça change tout. Je peux me dire, mais pourquoi je suis là? Et pourquoi je suis moi et pas autre chose? Et pourquoi je suis moi et pas quelqu'un d'autre? Et pourquoi je souffre? Et pourquoi j'éprouve tout ça? Autrement dit, et c'est un terme à connaître, la chose n'a pas d'intériorité, tandis que moi, j'ai une intériorité. Alors c'est quoi l'intériorité? L'intériorité, c'est pas la même chose que l'intérieur. Vous voyez, on va transformer la chaise en voiture. Il y a une voiture à côté de moi. Voilà, cette voiture, elle est en panne. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais ouvrir le capot, je vais regarder l'intérieur de la voiture et je vais voir les mécanismes de cette voiture et je vais regarder, tiens, je vais dire, tiens, voilà, c'est la pompe qui ne fonctionne pas. Je vais trouver le mécanisme qui dysfonctionne et je vais dire, j'ai compris. En fin de compte, j'ai expliqué, vous verrez pourquoi tout à l'heure, et il n'y a rien d'autre à comprendre. La panne de cette voiture s'explique en termes de mécanisme, c'est un mécanisme qui se dysfonctionne. Et cette voiture, quand elle est en panne, ça lui fait rien d'être en panne. Elle se dit pas pourquoi je suis en panne, c'est pas juste, ça me fait mal d'être en panne. Elle s'en fiche totalement. Elle n'est pas consciente. Tout n'est que mécanisme. Il y a bien un intérieur de la voiture, mais il n'y a pas d'intériorité. L'intériorité, c'est le fait d'éprouver des choses, que ce qui se passe a un sens pour nous. Nous l'éprouvons. Eh bien, la chose est entièrement extériorité, même si elle a un intérieur. Tout est mécanisme et tout peut être expliqué en termes de mécanisme. Tandis que moi, le sujet, quand je suis malade, eh bien, d'une certaine manière, on peut faire comme avec la voiture.
On va ouvrir le capot. Bon, on va pas faire la même chose, on peut m'ouvrir, mais plus simplement, on peut faire une radio et on va voir mon intérieur. Moi aussi, comme la voiture, j'ai un intérieur. Et on va pouvoir, comme pour la voiture, euh, trouver le mécanisme qui dysfonctionne. Tiens, c'est la petite valve cardiaque qui fonctionne mal. On a expliqué en termes de mécanisme ma maladie. Mais est-ce que parce qu'on a trouvé le mécanisme qui dysfonctionne, est-ce que pour autant le médecin qui a trouvé le mécanisme qui ne fonctionne pas peut me dire je vous ai compris? Eh bien non. Il a expliqué peut-être la cause de ma maladie, mais il ne peut pas me dire qu'il m'a compris. Parce que moi, contrairement à la voiture qui est malade, quand je suis malade, eh bien, je m'éprouve comme malade. Ça peut me donner des angoisses, ça me fait mal, j'éprouve ma maladie. Je peux sentir un sentiment d'injustice, ça peut faire résonner en moi tout mon passé, etc. Autrement dit, moi, parce que je suis un sujet conscient, quand je suis malade, ce n'est pas seulement un mécanisme qui dysfonctionne, parce que ma maladie a un sens pour moi, je l'éprouve, j'ai une intériorité. Et comme je suis un sujet, il ne suffit pas de m'expliquer ou d'expliquer ce qui se passe en moi en termes de mécanisme. Il va s'agir peut-être d'essayer de me comprendre. C'est quoi me comprendre? C'est ce qu'on dit dans le langage ordinaire, se mettre à ma place. Vous voyez déjà que ça pose problème parce que justement, à ma place, personne ne peut y être. On ne peut jamais être à la place de l'autre puisqu'on est séparé de l'autre, on n'a pas accès à l'intériorité de l'autre. Mais pour comprendre quelqu'un, il faut essayer en tout cas de se représenter ce qu'il éprouve dans son intériorité. Alors voilà, à partir de là, on va faire un repère. Je vais vous donner une définition d'un repère important. Ce repère, c'est expliquer, comprendre. Cette distinction entre ces deux mots, expliquer et comprendre, a été initiée par un monsieur qui s'appelle Doltaï, je ne sais pas comment on dit ça, avec quel accent, D-I-L-T-H-E-Y, au XIXe siècle. Expliquer, c'est rendre compte d'un phénomène en termes de mécanisme, c'est-à-dire en termes d'enchaînement nécessaire de causes et d'effets. C'est en extériorité. Expliquer un phénomène, c'est en rendre compte en termes de mécanisme, d'enchaînement nécessaire de causes et d'effets. Ce qui n'a pas de conscience peut être expliqué en termes de mécanisme. On explique la nature, on explique les machines. Mais comprendre, c'est autre chose. Comprendre, c'est se représenter dans son intériorité ce qu'autrui éprouve dans son intériorité à lui. Ce qui pose beaucoup de problèmes puisque, comme je viens de le dire, on n'est jamais dans l'intériorité d'autrui. Alors ça pose un problème. Quand j'essaye de comprendre autrui, la seule référence que j'ai, c'est ce que moi j'éprouve. La seule référence que j'ai pour essayer de m'imaginer ce qu'éprouve l'autre, c'est ce que moi j'éprouve. Je ne peux pas faire autrement. Mais le danger, vous voyez, c'est que quand j'essaye de comprendre l'autre, il faut toujours que j'ai ce doute. Peut-être qu'en essayant de comprendre l'autre, je ne fais que projeter sur lui ce que moi, j'ai éprouvé ou j'éprouve. En tout cas, on retient ce repère. Expliquer, c'est rendre compte d'un phénomène en termes de mécanisme. Tandis que comprendre, c'est saisir dans son intériorité ce qu'éprouve autrui dans sa propre intériorité. Et Doltaï a donné cette phrase, cette citation qui est importante. On explique la nature, donc en termes de mécanisme. Ça donne lieu d'ailleurs à toutes les sciences de la nature qui cherchent à mettre à jour les mécanismes à l'œuvre dans la nature. On explique la nature, mais on comprend le sujet humain. C'est pas la même démarche. Et ça a amené justement Doltaï à préciser que les sciences humaines ne pouvaient pas avoir les mêmes méthodes que les sciences de la nature.
Petit rappel, donc les sciences humaines comme l'histoire, la psychologie, la sociologie sont nées au XIXe siècle et donc Durkheim s'est efforcé à montrer que les sciences humaines, tout en étant des sciences, ne pouvaient pas avoir la même méthode et les mêmes critères de scientificité que les sciences physiques. Donc, être un sujet conscient, c'est aussi se saisir comme libre, même si cette liberté est peut-être une illusion, comme dira Spinoza. En tout cas, le sujet conscient se saisit comme libre. Bien, je vais arrêter un peu pour reprendre plus tard ce cours sur la conscience. Un petit bilan donc. Conscience immédiate, réfléchie. Et sujet conscient, distingué de la chose, parce que le sujet a une intériorité, est à comprendre, tandis que la chose est toute extériorité et à expliquer.